qu'est-ce que c'est une carrière en réalité, n'est-ce pas? À l'époque, j'étais moi-même jeune à l'UNICEF. Après 5 ans, j'avais un contrat permanent. Permanent, vous vous rendez compte, permanent. Bon, si j'avais volé de l'argent, mis à la porte, mais contrat permanent. Et maintenant, parce que tous les contrats, 1 an, 2 ans, n'est-ce pas? On dit que quelqu'un qui sort avec un diplôme maintenant va changer de boulot peut-être 10 fois. Peut-être il y a un certain pourcentage des emplois qui n'ont pas encore été inventés, n'est-ce pas, qui vous allez occuper, n'est-ce pas? Et même dans l'évaluation, maintenant, il y a des choses comme la gestion des connaissances, le machine learning, l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? On ne parlait même pas il y a quelque temps. Donc, ça veut dire que le défi, c'est vraiment de trouver la bonne trajectoire et d'être fidèle et d'être organisé, d'être systématique, mais de ne pas penser qu'une fois en montant l'ascenseur, on va descendre, peut-être on va sortir de l'ascenseur dans 10 ans, 20 ans et prendre sa retraite. Donc je pense que, mais l'évaluation, la formation en évaluation que vous faites, c'est une bonne préparation pour beaucoup de choses. Je pense que l'évaluation ouvre beaucoup de portes. Parce que l'évaluation vous amène à prendre un peu de recul, à poser des questions, à essayer de comprendre comment les choses se passent, à écouter les gens. Pas simplement une catégorie, mais toutes les catégories de personnes qui sont impliquées ou mobilisées pour un programme ou une intervention, n'est-ce pas? Ça vous pousse à être sensible à la culture. Vous apprenez qu'il n'y a pas une seule voie de succès, il n'y a pas un chemin, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs façons d'arriver à avoir un résultat, n'est-ce pas? Donc, il y a des ambiguïtés, il y a des rôles différents, il y a des définitions différentes de savoir et de connaissances, n'est-ce pas? Donc, en faisant l'évaluation, et ça vous permet aussi de croiser des regards, d'apporter un regard d'un statisticien, d'un sociologue, d'un acteur, d'un politicologue, d'un économiste, etc., n'est-ce pas? Parce qu'en fait, l'évaluation, c'est un champ très vaste qui couvre toutes les activités imaginables et possibles de la société et des gouvernements, n'est-ce pas? Et qui aussi est plein de démarches, méthodologies, techniques, etc., qui ont des racines par-ci, par-là. Certains viennent d'engineering, certains viennent d'économie, certains viennent de philosophie, etc. Si vous regardez les grands évaluateurs connus dans le monde, ils n'ont pas tous la même formation. Il y en a qui ont psychologie sociale, il y a d'autres philosophes, etc. Donc l'évaluation, peut-être, c'est la formation qui vous prépare pour ce monde complexe, plein de changements, plein de défis, plein des inconnus, plein d'incertitudes, n'est-ce pas, que vous avez affrontés, n'est-ce pas? Et l'évaluation aussi, je pense, vous pousse à apprendre. Il s'est déjà dit d'ailleurs, même vos directeurs ici ont déjà dit, on est là pour apprendre. Nous sommes tous là pour apprendre. La notion d'expert, bon, ça existe quelque part, mais je pense que le plan d'expert, c'est la personne qui apprécie le peu qu'il connaît ou elle connaît du sujet et la personne qui est toujours motivée pour aller élargir et augmenter son expertise, n'est-ce pas? Nous sommes tous des apprenants. Nous sommes tous des apprentis. Nous sommes tous des talibés, en quelque sorte, n'est-ce pas, dans ce monde actuel. Donc, je pense que ça, c'est déjà quelques mots sur cette notion de carrière, cette notion de trajectoire, n'est-ce pas? Il faut avoir une certaine flexibilité. Merci, madame. Il faut avoir la disponibilité, etc. Et dans ma carrière à moi, et c'est une carrière qui n'était pas planifiée, les choses sont arrivées l'une après l'autre, n'est-ce pas, en fonction des opportunités, en fonction des contacts, en fonction des connaissances, etc., n'est-ce pas? Donc, dans mon trajectoire, j'ai eu à occuper plusieurs fonctions. Vous avez déjà constaté que je parle de l'évaluation. Suivi et évaluation, et je fais un grand plaidoyer pour le « et », parce qu'en français, il y a mariage forcé, on a un suivi-évaluation. Je n'ai jamais vu monitoring en anglais, mais en tout cas, je laisse ça à nos amis francophones débattre, n'est-ce pas? Mais je parle surtout de l'évaluation, suivi et connecté évaluation. Souvent dans des postes que vous allez postuler, il y a une dimension suivi, dimension évaluation. Quand vous regardez des descriptions de postes, souvent c'est beaucoup de suivi, beaucoup de reporting, pas toujours beaucoup d'évaluation.
Quand on parle des systèmes nationaux, souvent on parle d'un système de suivi et évaluation. Pas toujours, hein. Si vous allez au Bénin, on parle d'évaluation politique publique, n'est-ce pas? Mais souvent c'est lié parce que les deux sont connectés. Mais ce n'est pas la même fonction. Et pour beaucoup d'organisations ces dernières années, ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de séparer les deux, en fait. Donc ça reste toujours dans certaines fonctions, dans certains contextes, suivi et évaluation va ensemble. On est chargé de suivi et évaluation. Mais de plus en plus, on essaie d'avoir pour l'évaluation une certaine distance, une certaine autonomie d'action, une certaine indépendance d'action, un certain regard qui n'est pas, tandis que le suivi est beaucoup plus ancré dans la gestion quotidienne des programmes et des projets. C'est une fonction de management en quelque sorte. Tandis que l'évaluation, et dans ce cas, vous allez voir dans l'organigramme que chaque structure essaie de s'organiser de manière différente. Peut-être aussi, je dirais un mot sur cette question. Et je suis inspiré un peu par le travail de Donna Podums. Il y a un livre là-bas qui s'appelle Being an Evaluator. Et dans le livre, elle commence par dire, faites très attention à la terminologie. Vous pensez quand les gens disent résultat, impact, évaluation, suivi, regard, vous pensez que les gens pensent toujours à la même définition. En réalité, vous pouvez demander à 5 personnes qu'est-ce que vous pensez à l'évaluation, quelle est la définition de l'évaluation. Vous allez avoir des opinions différentes, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a des facteurs liés à la formation, liés à la culture organisationnelle, liés au but de l'exercice en cours. Pour plusieurs raisons, les définitions ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il faut toujours faire un grand effort d'être sûr, quand vous êtes dans un exercice quelconque ou dans une formation, n'est-ce pas, vous prenez le temps de juste faire le tour pour voir, est-ce que nous avons tous le même entendement? Parce que sinon, n'est-ce pas, il y a des confusions. J'ai regardé le Conseil des ministres, n'est-ce pas? Notre cher président Macky Sall, il utilise le mot évaluation assez souvent. J'ai fait un compte une année. Combien de fois on a évoqué le mot évaluation dans le Conseil des ministres? Mais quand on regardait de près, est-ce que ce qu'il disait était évaluation, n'est-ce pas, en réalité? On dit, je veux l'évaluation des programmes en 3 mois, décentralisation. Tout le monde part en line cruiser, on fait le tour de pays, on revient un rapport. Est-ce que c'est une évaluation? Ou est-ce que c'était une revue, un suivi, une appréciation rapide, une enquête rapide, n'est-ce pas? Ou bien on dit, je veux l'évaluation, je veux des indicateurs de performance, je veux un plan d'action. Est-ce qu'en fait, c'est l'évaluation ou est-ce que c'est un peu la gestion axée sur le résultat, etc. Donc, parfois, on utilise les mots et ils ne disent pas la même chose, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est une bonne interpellation à vous tous, à toujours essayer de stabiliser la terminologie, tout en sachant que vous n'allez jamais totalement stabiliser parce que le monde n'est pas comme ça. Et comme je disais, peut-être déjà, l'évaluation vous donne la tolérance, la largeur de vue, n'est-ce pas, pour comprendre qu'en réalité, il n'y a pas un seul modèle. Et on a tendance parfois à prendre un idéal. On évalue contre un idéal. Le monde n'est pas fait des idéaux, n'est-ce pas? On n'arrive jamais à atteindre l'idéal. Et si vous mesurez votre situation par rapport à cet idéal, vous avez une recette pour la frustration, parce qu'on n'est jamais là, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir beaucoup de pragmatisme dans la conduite de cette fonction, n'est-ce pas? Vous devez, avec l'évaluation, apporter un regard qui est intelligent, qui est nuancé, n'est-ce pas? Qui apprécie, n'est-ce pas, les points forts, les points faibles. Parfois, j'entends les gens dire, je veux savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est ça l'évaluation, c'est pas nous dire qu'est-ce qui va. La vie n'est pas comme ça. C'est rare, il y a quelque chose qui ne marche pas totalement. Parfois, mon équipe de football, mon 5e division, parfois on dit ça ne marche pas. Mais c'est rare, n'est-ce pas? En général, n'est-ce pas, il y a certaines choses marchent, certaines choses ne marchent pas. Et parfois, c'est assez miraculeux que devant les contextes, les difficultés, les défis, les manques de ressources, parfois c'est miraculeux que tant de choses marchent. Et la difficulté, le défi pour l'évaluateur, c'est de mettre l'accent là-dessus, de dire, mais bon, il y a des choses qui ne marchent pas, vous êtes évaluateur, vous allez sur le terrain, les gens vous disent tout un déroulement. C'est comme vous êtes psychologue, vous entendez des gens vous dire toutes les frustrations du monde, n'est-ce pas? Donc vous pouvez faire toute une liste des choses qui ne marchent pas. Mais en réalité, n'est-ce pas,
ce qui est intéressant, il y a pas mal de choses qui marchent. Et même dans une situation de difficulté, même de grandes difficultés, vous avez certaines personnes qui ont persisté, qui ont persévéré, qui ont pu vraiment avoir du progrès malgré tout, n'est-ce pas? Même dans le même contexte, etc., dans la même situation des autres, mais qui n'ont pas lâché. Donc je pense que cet aspect de regarder ce qui marche, de mettre l'accent de ce qui marche et pourquoi, de valoriser les choses, n'est-ce pas? Et bien sûr aussi de présenter des choses qui ne marchent pas. Et je pense aussi, dans l'évaluation, on dit que l'évaluation, c'est une partie technique, c'est une partie politique. C'est autant politique que technique, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, dans l'évaluation, c'est une espèce de recherche en quelque chose, mais une recherche qui utilise les méthodes de manière systématique, n'est-ce pas, pour améliorer les choses. Je pense dans la vocation d'évaluation. Si vous êtes évaluateur, hein, vous n'allez pas faire beaucoup de fric. Hein. Si vous avez beaucoup d'argent, il y a la spéculation immobilière, il y a l'agriculture commerciale, il y a peut-être même la politique. Mais si vous voulez faire beaucoup d'argent, ce n'est pas tellement d'évaluation. Peut-être que vous allez avoir un niveau de vie assez acceptable, n'est-ce pas? Donc, si vous allez dans l'évaluation, en partie, la motivation, c'est d'améliorer des choses, de contribuer à un meilleur monde, de bâtir quelque chose qui va servir à l'humanité, à la société, n'est-ce pas? Et aussi à sa propre communauté, n'est-ce pas? Donc, nous avons cet aspect de l'évaluation qui est un aspect très positif. Mais c'est un défi aussi, en ce moment-là, parce que vous avez à naviguer, vous avez un regard technique, systématique, objectif, etc., n'est-ce pas? Mais parfois, vous dites, si je suis trop dur, est-ce que le projet va arrêter totalement? Même si le projet n'est pas très bon, c'est mieux que rien, et peut-être il faut mieux chercher à renforcer, n'est-ce pas? Donc parfois, vous avez un certain sentiment de biais, n'est-ce pas? Vous avez des biais. Et je pense que je dirais pour cette question de biais, nous avons tous cette idée avec la formation qu'on nous fait, n'est-ce pas, d'être objectif et systématique, n'est-ce pas? Il y a certains écrivains sur l'évaluation, et certains parmi nous ici, qui disent l'objectivité n'existe même pas. Nous sommes tous nés, nous avons grandi avec un vécu, avec une éducation, avec des relations familiales, sociales, etc., qui nous donnent des lunettes. Il faut être toujours très, très sensible à cela, n'est-ce pas? Et toute cette question de biais, quels sont des facteurs de biais inconscients, biais liés à sa formation, etc., un des éléments, n'est-ce pas? On a tendance à sous-estimer ce qu'on appelle la connaissance tacite, n'est-ce pas? On a tendance de valoriser l'ordinateur, le laptop, les spreadsheets, tout ce qui est vraiment technique, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont connues par des gens sur le terrain. Je suis allé l'autre jour à une cérémonie de retraite pour un chauffeur de l'UNICEF qui a fait 30 ans de l'UNICEF comme chauffeur. Je l'ai entendu parler et les autres parlaient sur lui. Après, je dis aux représentants de l'UNICEF, il faut impliquer les chauffeurs dans l'évaluation des programmes et dans le développement de nous. Parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux, en quelque sorte, la trajectoire, l'historique, n'est-ce pas, que les chauffeurs. Donc, parfois, il y a des connaissances qui ne sont pas toujours très explicites, qui ne sont toujours pas très documentées, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment un défi très important, n'est-ce pas? Et ça m'amène à un autre facteur qui est très important pour votre formation, n'est-ce pas? C'est le facteur de contexte, n'est-ce pas? On peut lire des grands livres, on peut écouter les grandes théories en matière d'évaluation, et c'est important de le faire. Et vous avez l'occasion de le faire ici, avec les centres de documentation, des ressources, etc. C'est une très belle occasion. Et je vous encourage d'aller au fond des choses, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce qui compte, c'est l'interprétation. Et le contexte est vraiment différent, n'est-ce pas? Et ça va conditionner à la fois les formulations des programmes et des politiques, la mise en œuvre de ces programmes et la manière dans laquelle vous allez l'évaluer. Michael Quinn Patton et d'autres, ils disent que chaque évaluation est unique. Chaque évaluation doit tenir compte du contexte et de l'environnement dans lequel l'évaluation est déroulée. Et en quelque sorte, chaque système d'évaluation est unique, n'est-ce pas? L'évaluation ne va pas se faire de la même manière en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Sénégal. Bien sûr, il y a des principes de base, il y a un certain nombre de valeurs partagées à travers tout ce monde d'évaluation. Mais il y aura des différences très importantes, n'est-ce pas,
dans la conduite de l'évaluation, parce que l'évaluation n'est pas une activité autonome et indépendante ni de la société, ni du processus de gouvernement en place. Donc, c'est le système politique, c'est la culture institutionnelle, la culture tout court, la culture de la société, le niveau de revenu de la société, l'histoire de la société du pays, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là vont jouer sur l'émergence et l'évolution et la place qui occupe l'évaluation, n'est-ce pas? Il n'y a aucun modèle qui est parfait. Chaque modèle est en évolution, n'est-ce pas? Et même à l'intérieur du même pays, vous allez voir un peu une assez grande différence entre la culture de certaines structures et de certaines institutions. Par exemple, dans les gouvernements, assez souvent, si vous allez dans le secteur éducation, secteur santé en particulier, vous allez trouver parfois une approche systématique, une utilisation des données, une ouverture à la recherche, peut-être l'agriculture parfois aussi, n'est-ce pas, que dans d'autres secteurs, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas un environnement stable et constant et inchangeant. Et je pense peut-être, je vais terminer mes remarques initiales, n'est-ce pas, sur cette question de changement, n'est-ce pas? Le monde, on a fait une réunion à Cotonou, avec CLIA d'ailleurs, CLIA francophone, CLIA anglophone. On était avec Lionel Zinsou à l'époque, le Premier ministre du Bénin. Et il nous a dit, « Ah, monsieur l'évaluateur, nous avons besoin de vous, parce que nous, maintenant, les pays africains, c'était avant le Covid et tout ça, nous devons maintenant relever les défis qu'aucune autre société dans l'histoire de l'homme a dû relever, n'est-ce pas? En même temps, la menace climatique, l'urbanisation galopante, la forte poussée démographique, les pauvretés croissantes au plan mondial, etc. Toutes les questions que nous connaissons, on peut ajouter des épidémies, des inégalités, etc., n'est-ce pas? Donc les pays sont confrontés, et ce n'est pas seulement les pays en Afrique en fait, c'est tous les pays du monde maintenant sont confrontés par une série de défis, n'est-ce pas, qui rendent l'avenir très incertain. Nous sommes confrontés par la complexité, par l'incertitude, par le changement, un changement accéléré, n'est-ce pas, de nouvelles technologies, n'est-ce pas, de communication. Tout ça nous fait maintenant, mais en même temps, dans nos méthodes et notre enseignement, parfois, on n'a pas suffisamment pris en compte ces défis, n'est-ce pas? Nous apprenons à planifier, nous apprenons à évaluer, n'est-ce pas, à conduire l'évaluation, un peu comme les choses étaient relativement stables, comme si on avait des données très fortes, nous avions une certaine compréhension de la causalité, n'est-ce pas? Si vous faites ça et ça, ceci va découler, n'est-ce pas? Nous faisons comme ça. Nous avons peur de dire, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas assez de données, il y a des inconnus, n'est-ce pas? Il faut peut-être, même pour la première année, deuxième année d'une intervention, mener des expérimentations, etc., essayer de trouver, mieux cerner, etc., n'est-ce pas? Mais on a peur de dire, on ne sait pas, on a peur d'avouer qu'il n'y a pas une seule formule qui va tester, etc., n'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut avoir un état d'esprit qui est beaucoup plus porté sur une approche de flexibilité, mettre plus d'accent sur la mise en œuvre, par la phase de planification, et c'est bien de planifier. Mais si dans le monde actuel, si vous avez un plan, la seule chose qui est certaine, qu'est-ce qui est la seule chose qui est certaine si vous avez un plan? La seule chose qui est certaine, c'est que le plan va changer. N'est-ce pas? C'est la seule chose, il faut avoir une certitude presque totale, n'est-ce pas? Le plan va changer. Bon, bien sûr, il faut planifier, il faut réfléchir, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas que ça nous donne une idée que le plan ou le politique, c'est écrit en pierre, c'est une réflexion tellement approfondie, n'est-ce pas, que nous n'avons qu'à l'exécuter. Pas du tout, pas du tout. Les plans et les politiques et les projets, en général, c'est des compromis à un certain moment, à un certain point. C'est un compromis parce qu'il faut prendre une décision, il faut avancer. Donc, on fait ce qu'on peut. C'est un compromis de ce qui est acceptable politiquement, sociétalement, culturellement. C'est acceptable du point de vue de affordability, c'est abordable du point de vue du coût, n'est-ce pas?
C'est peut-être techniquement plus ou moins faisable, même si les techniciens sont parfois trop techniques, n'est-ce pas? Ça tient compte de l'expérience des interventions précédentes, même si cette expérience n'est pas toujours bien documentée, n'est pas toujours très accessible, d'où vient l'importance de la gestion des connaissances, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'on arrive à mettre en marche quelque chose. Mais si vous pensez que ça, c'est le formule qui reste, non, c'est le vrai clé de la réussite et le rôle de l'évaluation, c'est d'accompagner cette mise en œuvre, d'ajuster et de renforcer et d'ajouter des éléments que vous apprenez en faisant, n'est-ce pas? Et je pense aussi, pour terminer, j'espère que le modérateur va, comme je suis à côté d'elle, pas loin avec le podium, n'est-ce pas? Elle va me le dire. Mais je pense que dans la conduite de ces interventions, n'est-ce pas? J'aime bien, maintenant, on met l'accent sur la science de la mise en œuvre, implementation science, n'est-ce pas? Ça vous permet de systématiser. Et l'évaluateur devient un facilitateur de l'apprentissage. Ce n'est pas l'évaluateur du juge indépendant, neutre. L'évaluateur est partie prenante pour accompagner. Il y a d'autres qui disent que l'évaluateur, maintenant, doit être un agent de changement, n'est-ce pas? La notion d'évaluateur neutre, n'est-ce pas? Bon, n'est-ce pas? Neutre et crédible. Non, maintenant, si nous avons un monde injuste, un monde plein d'égalité, chaque évaluateur doit prendre position. Il y a tout un débat. Mais ça montre un peu ce que j'essaie de vous dire. Il y a des débats en cours. Il n'y a pas qu'il y a une seule solution où quelqu'un a raison, quelqu'un a tort, n'est-ce pas? Chacun vient avec son agenda, avec sa dimension. Mais je voulais juste ajouter, n'est-ce pas, quand je disais sur la façon de regarder le rôle de l'évaluateur dans le contexte de la mise en œuvre des politiques et des programmes, n'est-ce pas? C'est la dimension politique, n'est-ce pas? On a du mal, les techniciens, à traiter des questions politiques, n'est-ce pas? Donc, finalement, ce qu'on fait, en général, on ne tient pas compte. On dit, on va faire un programme, techniquement c'est valable, l'argent est en place, n'est-ce pas? Pour que ça réussisse, on a besoin de leadership et de volonté politique. Mais où est la recette pour ça? Peut-être on va prier, mais vraiment, donc, il faut avoir un regard politique, n'est-ce pas? Qui sont des gagnants et des perdants dans cette intervention, n'est-ce pas? Quels sont les points relatifs de ces gagnants et des perdants, n'est-ce pas? Où est le crédit pour les leaders? Parce que les leaders ne vont pas se sacrifier, n'est-ce pas, s'il n'y a pas un retour politique dans le court et à moyen terme, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment apporter ce regard et cette évolution, cette analyse, n'est-ce pas? Donc, je pense que j'ai dit un certain nombre de choses maintenant pour ouvrir la discussion. J'ai remis en question un petit peu l'aspect de carrière. J'ai parlé que l'évaluation ouvre beaucoup de portes et vous donne certains instruments, certains outils, etc., n'est-ce pas? J'ai essayé de connecter l'évaluation au contexte plus large des systèmes de gouvernance, des systèmes culturels, n'est-ce pas? Et ce débat culturel est très vif en Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'on dit finalement, nous mesurons parfois, Peter Senge aussi a dit dans la même vidéo, il a dit, nous avons trop de monde qui court autour pour mesurer les choses qui ne comptent pas, n'est-ce pas? On a parfois une obsession avec des données qui ne sont même pas très pertinentes et qui ne reflètent pas la réalité, n'est-ce pas? Donc, quelle est cette réalité, quelle est cette dimension culturelle nous devrions maîtriser, n'est-ce pas? Et je donne l'exemple, un petit exemple très banal, de l'évaluation d'un programme d'éducation au Bénin, n'est-ce pas? Bon, normalement, vous évaluez l'éducation, le taux de réussite, promotion, etc., inscription, achèvement, etc. Mais pour la population localement, ils avaient deux questions d'évaluation. C'était est-ce que nos enfants vont être paresseux ou pas? Et est-ce que nos enfants vont être respectueux ou pas? Ça ne veut pas dire que c'est la seule dimension, mais c'est une petite réflexion sur le fait que, et on a parlé des jeunes, nous travaillons ensemble maintenant pour un programme de comment impliquer les jeunes dans l'évaluation, comment améliorer la qualité de l'évaluation des programmes centrés sur les jeunes. Et un des problèmes, c'est culturel, n'est-ce pas? Un jeune ou un enfant ici, n'est-ce pas, c'est un enfant qui ne dit pas. C'est un enfant qui est toujours obéissant à l'égard des parents, etc., n'est-ce pas? Même dans ma propre société, n'est-ce pas? Je suis britannique. Il y a 50 ans, peut-être même aujourd'hui, on dit en anglais, « A child should be seen and not heard ». Un enfant doit être vu, mais pas entendu. Mais
Maintenant, la chose change, mais il y a une dimension culturelle sur la place qui occupe de certaines catégories de personnes, des femmes aussi, dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Donc, tout ceci est en train d'être examiné pour voir un peu est-ce que nos démarches, est-ce que nos systèmes de pensée, est-ce que nos perspectives, n'est-ce pas, tiennent compte réellement de toutes les nuances et toutes ces questions importantes dans la société, n'est-ce pas? Donc, tous ces éléments-là sont des éléments à garder. J'espère que je ne vous ai pas jeté dans la confusion. Je pense que vous devez avoir une grande satisfaction d'être une belle institution avec des professeurs si bien motivés ici. Vous pouvez utiliser vos propres efforts dans l'association que vous êtes en train de créer, n'est-ce pas? Vous pouvez adhérer à Ceneval également, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser la crédibilité de César, mais vous pouvez faire un message, un écrit. Nous, les associations d'étudiants, on veut venir au boss pour savoir comment vous faites le suivi et évaluation de PSE, n'est-ce pas? Ou vous pouvez faire une correspondance au MCA pour dire, on veut savoir, Madame Doikan, dites-nous comment vous faites. Vous pouvez faire ça parce que vous avez le pas derrière vous d'une institution. Et même si vous faites ça avec Ceneval, tant mieux, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous pouvez utiliser la documentation, les ressources, le réseautage, n'est-ce pas, pour vraiment utiliser cette période d'apprentissage d'une manière très solide et pour vous lancer, j'espère, dans une carrière, dans un avenir heureux, plein de réussite, productif pour la société, bien rémunéré pour vous-même et votre famille. Bon, je m'arrête là. Merci.